En septembre, j'ai emménagé dans une colocation. Je connais mes colocs depuis un moment et ils savent très bien que je maintiens en captivité des fourmis et des araignées, y a pas de souci, ils sont ok avec ça. Ce qu'ils savaient moins, c'est ce que j'avais pour nourrir tout ça. Voilà, notamment Ludivine, elle c'était un petit peu la surprise quoi. Bon, en vrai, ils sont hyper cool sur ce sujet et au final, ils s'en foutent hein. Mais j'ai quand même senti que les cafards, ouais, c'était quand même moins dans leur estime que les fourmis ou même les araignées limite. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, sur une chose, on se met au clair direct, il n'y a aucune différence entre le mot blatte, cafard et cancrelat, hormis le respect que vous leur attribuez, puisque les deux derniers sont des mots plutôt péjoratifs pour désigner cet insecte. Il y a un truc un peu universel, j'ai l'impression, qui nous dégoûte chez les blattes. Il suffit de regarder dans les films. Ouais, ça se sent bien qu'elles sont pas associées à nos sentiments les plus tendres. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne d'Utilitropod et vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que les blattes nous dégoûtent, pourquoi est-ce qu'on les craint autant, est-ce qu'il y a une raison de les craindre et quels sont les risques associés à ces insectes. Bref, tant de questions en une vidéo, complètement fou. Abonnez-vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour bien comprendre de quoi on parle, ce que je vous propose c'est de commencer par une petite présentation. Suivez-moi, ça va être sympa, j'ai fait un peu de fond vert, machin et tout, on s'est amusé, c'est parti. En soi, même si ce n'est pas mon insecte préféré, quand j'observe mes blattes d'élevage, je n'ai plus trop ce dégoût que je pouvais avoir avant. Pour moi, ce sont des insectes comme les autres, avec 6 pattes, 2 antennes et un corps segmenté en 3 parties, en soi un insecte tout à fait classique. Mais si on grimpe un peu plus dans leur arbre phylogénétique, enfin là pour le coup on s'assoit, les blattes font aussi partie du superordre des polynéoptères. Ces derniers sont caractérisés par 2 paires d'ailes qu'ils peuvent replier en arrière et ça fait sens étymologiquement. Si on décompose le nom, on a poly qui veut dire plusieurs et néoptère qui veut dire nouvelle aile en latin. Nouvelles ailes dans le sens où elles se replient en arrière. Ce caractère est phylogénétiquement plus récent que des ailes qui ne se replient pas, comme chez les paléoptères, ailes primitives, infraclasse dans laquelle on va retrouver les odonates par exemple. Alors si on descend un peu plus dans l'arbre de la taxonomie, on se rend compte que les blattes font partie des Blattodea. Et jusqu'à là, ça fait sens. En revanche, dans les Blattodea, on retrouve aussi les termites. Et oui, effectivement, là, c'est moins logique. Des études récentes de 2007 ont montré que le plus proche parent des termites phylogénétiquement était le genre Cryptocircus, aussi appelé woodroach, la blatte des bois. Les termites sont donc dérivés du cafard. Alors voilà, en vrai, pour le sujet d'aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu, mais je trouvais ça assez intéressant de voir à quel point la taxonomie, ça peut changer au fil des années. Alors voilà, maintenant on sait à peu près à quoi ressemble une blatte, ce que c'est, mais il est temps de revenir au décor normal pour voir à quoi ça sert une blatte. Toute espèce confondue, les blattes ont un régime omnivore détritivore. Ça veut dire qu'elles se nourrissent de un peu tout du moment que c'est de la matière organique, animale ou végétale. En gros, elles bouffent des déchets. Ce sont des organismes qui vont participer à la fragmentation des déchets dans leur écosystème. Elles découpent les feuilles mortes, elles découpent les fruits ou même les cadavres d'animaux en petits morceaux, et puis après il va y avoir d'autres organismes qui vont se charger de fragmenter les déchets des blattes en encore plus petits morceaux. En gros, elles contribuent à recycler la nature morte. Et ce n'est pas rien quand même. Donc elles sont clairement hyper utiles, voire même indispensables dans leur biotope. On les caractérise même d'espèces ingénieurs de l'écosystème, puisqu'elles modifient la disponibilité des ressources, genre pour d'autres espèces, en modifiant en fait les conditions biotiques et abiotiques dans un environnement donné. Je vous écris actuellement là la définition du mot biotique et celle du mot abiotique, parce que j'avais la flemme. Alors après, les blattes, elles sont aussi utiles d'une manière plus indirecte puisqu'elles constituent à elles seules une grande source de nourriture pour les animaux insectivores, ce qu'il ne faut pas négliger. Concrètement, elles ont un rôle assez important du coup dans la chaîne alimentaire. Bon, on sait maintenant ce que c'est qu'une blatte, c'est un insecte, il a une place écologique importante, il vit un peu de partout, mais concrètement, qu'est-ce qu'il branle dans nos maisons? Pourquoi les blattes sont chez nous? Alors, remettons les points sur les i tout de suite et évitons les amalgames. Même si j'y vais peut-être un peu fort avec ce mot. Dans l'ordre des Blattodea, on dénombre plus de 3500 espèces de blattes identifiées et nommées. Après ça varie un peu forcément selon les sources. Maintenant, il faut savoir que sur ces 3500 espèces de blattes, celles qu'on retrouve dans nos maisons sont entre 25 et 30. En vrai, elles sont une trentaine. Ce qui, sur toutes les blattes, on est bien d'accord, est quand même
assez peu. Et typiquement, au cas où vous vous en doutiez, celle qui se trouve actuellement sur ma casquette n'en fait pas partie. Mais non, toi t'es hyper sympa, par contre tu reviens là s'il te plaît. C'est une Blattika dubia et c'est l'exemple parfait d'une blatte qui va vivre dans les forêts d'Amérique du Sud et qui va avoir un vrai rôle écologique dans son biotope. Elle est très utile et gentille comme tout. En fait, la trentaine d'espèces qui nous causent problème sont qualifiées de nuisibles, c'est-à-dire qu'on considère qu'au moins une partie de leur activité a des effets considérés comme indésirables et nuisant à certaines activités humaines comme l'agriculture ou même à la santé publique. Et on va en reparler. Évidemment, dans ces espèces nuisibles, on a un peu genre des kings de la nuisibilité. Concrètement, on a 5 espèces qui sont vraiment un problème. La première, c'est la blatte rayée, qui est présente quasiment partout dans le monde, sauf en Antarctique. On a en deuxième la blatte américaine, qui est, contrairement à ce que son nom indique, originaire d'Afrique, et on peut aujourd'hui la retrouver partout sous les climats tropicaux. Ensuite, on a la blatte australienne, qui est très proche de sa cousine américaine. Elle est aussi originaire d'Afrique, et partage plus ou moins la même répartition que la blatte américaine. Concrètement, c'est quasiment la même, mais en plus petite. En quatrième place, on a la blatte orientale, c'est aussi une espèce cosmopolite, on va la retrouver quasiment partout sur le globe, mais elle est quand même un peu plus fréquente dans les régions chaudes. C'est une espèce qui affectionne les bâtiments avec une source d'humidité, on la retrouve donc souvent dans les maisons, et clairement c'est l'une des plus nuisibles après l'ennemi public numéro 1, j'ai nommé la blatte germanique qui serait originaire d'Asie. Alors ouais, vraiment sur les noms des espèces de blattes, y a rien qui va de A à Z. Mais enfin bref, qui sommes-nous pour juger après tout? La blatte germanique, on va la retrouver absolument partout hormis en Antarctique. Elle peut vivre aussi bien dans nos maisons que dans les hôtels, que dans les commerces, bref. Vous l'avez compris, c'est la grande gagnante du jour. Alors, on commence un peu petit à petit à comprendre que toutes ces espèces, on l'a vu, elles ont de très grandes répartitions et visiblement, elles affectionnent vivre proche de nous tant qu'elles ont un peu de chaud et d'eau, en gros, hein, pour résumer très grossièrement. Et en fait, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est pourquoi ces 5 espèces-là et pourquoi pas d'autres? Puisque typiquement, celle-ci là, elle a rien fait et elle ne se comporte visiblement pas comme les espèces que je viens de vous décrire. En fait, toutes les espèces que je viens de vous citer, elles ont toutes un point commun, elles sont commensales de l'homme. En gros, le commensalisme, c'est une interaction biologique entre une espèce hôte, donc là pour le cas c'est nous, et l'espèce hôte va donner une partie de sa nourriture à une espèce commensale, les blattes. C'est cette même relation biologique qu'on entretient avec les pigeons ou encore les rats. D'ailleurs, pour être plus précis, lorsque c'est une relation qui s'opère entre l'homme et une autre espèce, on appelle ça une synanthropie. En fait, l'évolution a fait que notre mode de vie match hyper bien avec les espèces de blattes que je vous ai citées tout à l'heure. C'est assez logique quand on y pense que ces espèces jouent les opportunistes avec nos déchets. On leur fournit un accès ultra facile à des ressources ultra variées. De plus, les plus vieux fossiles de blattes sont datés de 350 millions d'années, autant vous dire qu'elles sont bien plus vieilles que nous. Concrètement, les blattes, ce sont des insectes qui s'adaptent petit à petit à nous depuis qu'on existe, tout simplement. D'ailleurs, la première trace écrite sur ces bestioles nous proviennent de Horace au IVe siècle, du coup, qui utilisait pour désigner les insectes le mot latin blattarum, qui signifie fuir la lumière. Mais à l'époque, le terme désignait tous les insectes mangeant les livres, les fringues, etc., comme les mythes ou encore certains coléoptères. Franchement, je trouve que ça sert pas à grand chose l'étymologie, mais en vidéo, c'est parfait pour avoir l'air intelligent. Bon alors évidemment, vous vous en doutez, revenons au problème initial, ce n'est pas juste le fait qu'elle soit synanthrope qui nous pose tant de problèmes que ça. Enfin, pas seulement. C'est surtout que ce sont toutes des espèces invasives. Ça veut dire qu'elles ont été introduites généralement involontairement par l'homme et qu'elles sont devenues nuisibles du fait qu'elles perturbent un nouvel environnement dans lequel elles sont en train de se naturaliser. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une synanthropie simple, j'ai envie de dire, à une invasion mondiale? De ce que j'ai pu lire, la stratégie d'invasion des blattes n'est pas déterminée à 100%. On ne sait pas exactement comment ces espèces se sont développées partout dans le monde. Pour une bonne partie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on n'est même pas vraiment sûr de leur origine. Cependant, à l'heure actuelle, et de ce que j'ai pu lire, les scientifiques sont tous d'accord pour admettre que nos déplacements ont une grande part de responsabilité. Concrètement, tout le monde est plus ou moins ok pour dire qu'elles voyagent dans nos valises depuis qu'on a commencé à augmenter les échanges entre les différents continents, et je vous avoue que mes recherches sur l'origine de l'expansion des espèces nuisibles de blattes n'ont pas été aussi fructueuses par rapport à mes attentes. Cependant, j'ai trouvé un article assez intéressant et en le recoupant avec un deuxième article,
on peut arriver à trouver une certaine logique. Alors, je vous précise tout ça, car forcément, ce qui va suivre, c'est une interprétation de ma part, et la démarche, elle n'est pas scientifiquement correcte. On est sur de l'interprétation de ce que j'ai pu lire et des déductions que j'en fais. Donc, c'est peut-être douteux et c'est certainement subjectif de ma part. J'arrête de tourner autour du pot et on rentre dans le vif du sujet. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article de Stéphane Palombi, professeur à l'université de Stanford, qui avance une idée plutôt stylée que l'humain pourrait être un moteur évolutif à lui-même pour d'autres espèces. En vrai, ça claque. Et ce qu'il avance dans son article, c'est notamment que l'humain serait capable de modifier la dynamique et la distribution des populations, ce qui, je pense, a largement été le cas pour les espèces qui nous intéressent aujourd'hui. Si on admet que la mondialisation, de manière générale, a pu favoriser les populations de blattes nuisibles, elle a aussi eu un impact sur l'environnement. Réchauffement climatique, tout ça, je pense pas que ce soit nécessaire de vous faire un dessin. Concrètement, on a impacté négativement les environnements naturels en développant des paysages urbains. Et qu'est-ce qu'il y a dans les environnements naturels? Bingo, les 3470 autres espèces de blattes qui ne sont pas envahissantes et qui du coup prennent un peu cher face aux activités humaines. Concrètement, on défavoriserait certaines espèces adaptées au milieu naturel en nous développant, ce qui au final va laisser encore plus de place aux espèces qui de base sont synanthropes. En tout cas, c'est une déduction que j'ai pu faire en lisant le deuxième article dont je vous parlais, qui a été fait par 2 chercheurs de l'université de Rennes sur l'île de la Réunion et à Mayotte. Et en gros, l'article montre que l'activité humaine sur ces 2 endroits restreint les espèces de blattes locales étant adaptées à des habitats spécifiques. Tandis que les espèces non natives et commensales et potentiellement invasives, elles seraient capables de vivre plus dans les zones de culture, tout comme dans nos infrastructures, tout comme dans les habitats qui sont plus naturels. Du coup, elles tirent un double avantage de l'activité humaine. Elles en tirent un nouvel habitat plein de ressources et en bonus, on les aide à agrandir ces habitats en réduisant celui des espèces natives. En gros, la compétition entre les espèces invasives synanthropes et les espèces natives de l'autre côté, elle est clairement déséquilibrée par nous-mêmes en faveur des espèces invasives. Évidemment, les blattes avaient de base des avantages physiologiques propices à voyager avec nous, notamment leur mode de reproduction, leur temps de génération bien plus court permettant une adaptation plus rapide à des nouveaux milieux urbains par exemple, et je passe plein d'autres caractères. Si je résume jusqu'à là, on a quelques espèces de blattes qui existaient bien avant nous et qui, quand elles nous ont vu débarquer il y a 300 000 ans, se sont mises à profiter de notre mode de vie pour se mettre bien. Et elles se sont au cours du temps adaptées à nous, à tel point qu'elles sont présentes sur tous les continents et que toute leur biologie est limite dépendante de notre mode de vie. Et ben ça nous dégoûte. Et je vais pas faire le mec en mode non, moi j'aime bien les insectes, nanana, j'ai aucun dégoût. Personne n'apprécie le fait de retrouver des blattes en train de grailler les déchets de sa cuisine. Ce dégoût, en fait, il me fait quand même poser des questions, parce que ça fait 300 000 ans qu'on se les trimballe. Et concrètement, on s'y est toujours pas habitué. Alors, pourquoi est-ce que les cafards nous dégoûtent autant? Je précise qu'on ne va pas parler de phobie ici, parce que c'est un sujet qui mériterait sa vidéo à part entière. On va seulement se concentrer sur vraiment juste le sentiment de dégoût et de peur commun que l'on a quasiment tous. La première hypothèse qui peut expliquer assez bien les choses, c'est l'hypothèse évolutionniste, qui va du coup découler plus ou moins des travaux de Charles Darwin. Appliquée à la problématique des blattes, l'hypothèse sonnerait à peu près comme ça. Le cafard est un insecte. Depuis notre existence, les insectes piquent et transmettent des maladies, donc au cours de l'évolution, on a eu une sélection du comportement de peur et de dégoût chez l'humain, puisque ce comportement permettait d'éviter les piqûres et les maladies, donc une meilleure survie. Cette peur aurait donc été acquise et il y aurait eu une sorte de mémoire collective qui se serait inscrite au cours du temps et dans nos gènes. Ok, dit comme ça semble plutôt légit et simple. Mais cette idée, le problème c'est qu'elle matche pas hyper bien avec le fait avéré que si vous présentez un insecte à un jeune enfant, ce dernier n'aura absolument pas peur de l'insecte, peu importe l'espèce, à partir du moment où c'est la première fois qu'il le voit. Du coup, il y a une notion d'apprentissage et d'héritage de la génération passée qui rentre en compte. Les parents ayant vécu une mauvaise expérience avec les insectes vont transmettre cette peur et ce dégoût à leurs enfants.
Que la peur, elle soit fondée ou non, c'est pas là la question. Et si on suit cette idée, on a le développement d'une culture de plus en plus universelle qui pourrait être une explication à cette peur que l'on éprouve envers les insectes. Une sorte de norme sociale qui se serait installée au cours du temps et qui se serait construite à partir des mauvais vécus de nos ancêtres. Ceci dit, la théorie évolutionniste et cette approche plus sociale de notre comportement de peur ne sont pas forcément en désaccord. C'est peut-être un peu des deux. En gros, l'idée, et elle est clairement pas de moi, ça je l'ai lu, serait que la nature et l'évolution ont apporté ce comportement, mais notre culture l'a exploité. Et je trouve que cette phrase résume plutôt bien le bordel que c'est de pouvoir distinguer la part d'évolution et la part culturelle et sociale qu'il y a derrière ce comportement de peur et de dégoût. Après, on peut encore réfléchir à une échelle plus centrée sur l'individu et non sur la société ou sur notre évolution, car il y a quand même aussi un côté psychologique qui permet d'expliquer cette peur de manière plutôt simple. Le dégoût serait entre autres expliqué par un sentiment de viol de l'intimité à l'égard des insectes parasites ou synanthropiques. Je suis chez moi dans ma maison, cet insecte n'a rien à foutre ici puisque c'est chez moi, ça dégage et ce sentiment est d'autant plus fort depuis que notre mode de vie est de plus en plus déconnecté de la nature. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un gros hippie. Perso, ça correspond bien à ce que je pourrais ressentir si j'ai une blatte ou une souris qui s'invite chez moi. Vous l'avez compris, il y a plein de pistes qui permettent d'expliquer cette peur absurde des insectes et des blattes. Seulement, est-elle si absurde que ça, cette peur? Parce que oui, les théories évolutionnistes justifient qu'à l'époque, la peur ait été sélectionnée. Mais qu'en est-il maintenant? Concrètement, est-ce que les blattes sont un réel risque pour nous? Il faut savoir, premièrement, que les blattes peuvent nous donner de l'asthme. Et c'est pas cool. Non. En fait, que ce soit dans les excréments des blattes ou même sur leur cuticule, et donc leur mue, on va retrouver des protéines assez légères qui sont appelées des allergènes. Ces allergènes vont se déposer dans la poussière et va donc potentiellement être mise en suspension dans l'air à un moment ou à un autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va les inhaler. Ça veut dire ne pas faire la poussière. L'inhalation de ces protéines chez l'homme peut induire de l'asthme ainsi que d'autres problèmes respiratoires. Mais cela va concerner principalement les nourrissons ou les personnes âgées où là il y a vraiment un risque pour la santé. Mais par contre, concrètement, plusieurs études le montrent, l'exposition aux blattes est liée à un certain nombre de réactions allergiques. Et on estime qu'en Europe, 20% de la population aurait déjà contracté des allergies aux blattes. Il est donc avéré que la présence de blattes chez vous va augmenter le risque de développer de l'asthme. Deuxièmement, parce que nous donner de l'asthme ne suffit pas. Les blattes peuvent être vectrices d'agents infectieux. À la base, le but de cette vidéo était de défendre ces pauvres insectes victimes d'une mauvaise réputation, mais vas-y, là, ça devient compliqué. Alors par exemple, la blatte germanique, vous savez, celle qui a gagné le concours de la pire blatte tout à l'heure, elle est tout à fait capable de nous transmettre la salmonellose, des infections par staphylocoque, des souches bactériennes d'Escherichia coli qui peuvent nous provoquer des symptômes assez sympas comme des diarrhées, des trucs comme ça, la fièvre typhoïde et la gastro-entérite. Nice. Et ça, ce n'est que les bactéries où l'on est sûr que les blattes jouent un rôle dans leur prolifération. J'ai pu trouver une liste des organismes pathogènes qui ont pu être retrouvés principalement chez la blatte américaine, la blatte germanique et la blatte orientale, et on retrouve au total 32 bactéries, 17 espèces de champignons, 7 espèces d'helminthes, des vers parasites bien dégueulasses et 2 virus. On adore. Et la transmission se fait de la même manière que les allergènes. En fait, la cuticule des blattes est très propice à la fixation de germes des différentes bactéries et elles peuvent aussi les loger dans leur intestin. Encore une fois, mue, excréments, inhalation, et hop, c'est cadeau. Alors je ne sais pas si c'est censé vous rassurer, mais le risque de contamination est moins important dans les zones tempérées que dans les zones tropicales et subtropicales où l'on retrouve plus d'espèces nuisibles qui prolifèrent plus. Au final, seulement 5 espèces sont considérées comme un problème mondial sur les 25-30 espèces considérées comme nuisibles. Et sur ces 4-5 espèces nuisibles, seule la blatte germanique est considérée comme un réel problème sanitaire dans les zones tempérées. Ok, c'est pas du tout rassurant en fait. Je tentais un truc pour faire passer la pilule, mais... ouais non, c'est pas rassurant. Bon, je crois qu'on a bien compris, sanitairement, les blattes, c'est pas ouf. Mais écologiquement, est-ce qu'il y a aussi des risques ? Oh merde. Bon, en vrai, on en a déjà un peu parlé. Mais, comme on l'a vu dans l'étude faite à l'île de la Réunion et à Mayotte,
Les espèces nuisibles peuvent avoir un effet direct sur la biodiversité. Elles réduisent l'accès aux ressources des blattes autochtones, qui de base n'ont pas énormément d'espace pour elles, à cause de nous, et elles sont donc capables de repousser les populations locales à un seuil critique où la population sera en danger. Et en gros, on a une perte de biodiversité. Ce qui est pas dingue, on va pas se mentir. La vraie question à se poser en fait, c'est quelle niche écologique les espèces locales exploitent dans nos milieux ruraux, et est-ce que les espèces invasives peuvent combler les niches et remplacer le rôle des locales sans perturber l'écosystème? Oui, parce qu'elles sont toutes détritivores et participent toutes au recyclage du sol, mais au sein de cette tâche, il y a plein d'actions différentes à effectuer pour faire tourner l'écosystème. Alors, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question assez intéressante, je trouve. Ça se demandait pourquoi je vous fais des vidéos. Bon, alors là, je viens de vous présenter l'enjeu écologique direct lié aux invasions de blattes. Mais l'enjeu écologique global lié aux blattes est plus complexe que ça. Bah oui, sinon ça serait pas drôle, En fait, là, je ne vous ai présenté que le dessus de l'iceberg. Le plus gros problème est plus indirect. Il est plus sournois, on va dire. Et oui, on va continuer à se marrer un petit peu, c'est pas fini. Et pour vous expliquer ça, on va faire un peu d'histoire. Étant donné les risques sanitaires et écologiques liés à ces parasites et tout simplement le sentiment de dégoût qu'éprouve l'humain face à ces organismes, oui, j'utilise le mot parasite pour désigner les blattes invasives parce que franchement on est vraiment pas loin de ça, on essaie de lutter face à ces dernières depuis toujours. Ça a commencé en fait dès l'Antiquité, On a les Romains qui brûlaient du soufre pour éloigner les parasites, tout type de bestioles nuisibles confondues évidemment. Alors au début ça a mis du temps, mais petit à petit l'homme trouve différents moyens d'éloigner les parasites de lui. Et en 1600, oui il y a un gros gap, on commence à utiliser par exemple de l'arsenic mélangé au miel pour tuer les fourmis, puis en 1800, on a les agriculteurs américains qui ont commencé à utiliser certains produits chimiques comme les sulfates de nicotine, mais jusque-là, on n'a rien de très efficace car les méthodes d'application sont encore assez primitives. Curieusement, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à développer des produits vraiment efficaces pour lutter. Curieux ça. Mais l'apogée du pesticide bien vénère a lieu en 1961 avec le développement de l'agent orange, développé par Monsanto. Ça aussi c'est bizarre, non? Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais c'est un herbicide qui avait été développé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été utilisé par les Américains, surtout pendant la guerre du Vietnam. Concrètement, le désherbant était ultra nocif et quand ils l'ont balancé au Vietnam, il était surdosé par rapport à l'utilisation qu'ils en faisaient en agriculture. Bref, cancer, déformation à la naissance, ça a causé des gros problèmes, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, les liens de mes recherches sont en description, et puis forcément ce n'était pas nocif que pour l'humain, et les sols et l'environnement de manière générale ont eux aussi bien pris cher. Après quand la supercherie a été révélée en 1969, ça a fait un gros scandale, laissant place à des manifestations un peu partout dans le monde, le produit sera interdit et tous les stocks seront détruits, et grâce à ça, si je puis dire, on a une prise de conscience collective sur la dangerosité des pesticides. Alors ça veut pas dire qu'à partir de là, on arrête tout, loin de là. Les espèces qui nous parasitent et qui contaminent les stocks de nourriture dans les grandes surfaces restent un problème majeur, et on est bien obligé d'utiliser des produits chimiques pour lutter. Et malgré des efforts pour contrôler l'utilisation des pesticides, on a petit à petit la possibilité d'utiliser ces produits dans nos foyers, sans vraiment se soucier de la vie d'un professionnel par exemple. Ça c'est à tel point qu'en 1979, aux États-Unis, 27% des pesticides étaient utilisés hors du cadre de l'agriculture. En gros, de manière générale, dans les foyers. Avec le temps, de plus en plus d'entreprises se spécialisent dans cette lutte, à tel point qu'il y a un nom pour ce secteur d'activité, la branche 3D pour désinfection, désinsectisation et dératisation. Et finalement, les pesticides ont quand même largement participé à freiner les nuisibles en luttant contre les rongeurs et les insectes et tout ce qui va avec. Ils contribuent clairement à l'amélioration de la santé humaine et on estimait déjà en 2005 que la mort d'environ 7 millions de personnes dans le monde aurait été évitée grâce à l'utilisation des pesticides. Malheureusement, au sein des pesticides, les insecticides sont réputés pour être les plus nocifs. D'autant plus que, pour ceux qui ciblent des insectes synanthropes, comme les blattes, vu que les produits sont appliqués dans nos lieux de vie, ils entrent directement en contact avec nous. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS,
déclarent en moyenne chaque année 3 millions de cas d'empoisonnement aux pesticides et 220 000 décès dans les pays en développement. Et sachez que la majorité de ces cas sont affectés par l'absorption des aliments contaminés par des pesticides. Bon appétit. Alors très clairement, si votre immeuble est infesté de blattes, vous serez content d'avoir la possibilité de tout faire désinsectiser et ça réglera très certainement le problème localement. Malheureusement, cette lutte contre les nuisibles se révèle pas vraiment efficace si on regarde la dynamique des populations globales de ces dernières qui, selon une étude de Hassan Nazirian faite en 2016, continue à croître partout dans le monde malgré l'amélioration de nos méthodes de désinsectisation et d'assainissement de nos infrastructures. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à les freiner ? La première chose qui m'est venue en tête, c'est évident un peu, c'est le réchauffement climatique. Et oui, on est à un stade où on ne peut plus le nier, on constate un réchauffement global de la planète et visiblement ça n'a pas l'air de déplaire à ces espèces-là qui sont nuisibles. On retrouve les blattes germaniques de plus en plus en Europe et d'autres espèces qui sont déjà en train de s'installer dans les zones méditerranéennes. Et je crois bien que l'Europe est pas partie pour refroidir. En voilà une belle aubaine pour toutes ces espèces qui ne demandent que ça. Et puis évidemment, parce que c'est pas encore assez problématique et comme ça, on se rend compte que depuis 1950, certaines populations de blattes commencent à développer des résistances à plus ou moins tous les types d'insecticides. Yes! Comme on l'a vu, les blattes ont la capacité de s'adapter bien plus rapidement. Si certains individus de la population d'une espèce donnée développent des mécanismes de résistance aux insecticides, ces mécanismes sont donc forcément sélectionnés. Et on se retrouve avec de plus en plus de populations résistantes aux différents types d'insecticides. Je vais pas rentrer dans les détails des mécanismes, parce que premièrement, j'ai rien compris à tout ce que j'ai pu lire dessus, et de toute façon, on n'a pas vraiment le temps de rentrer autant dans les détails et je vais vous perdre. Mais notez qu'il y a différents mécanismes à différentes échelles. Des mécanismes à l'échelle de l'individu, avec des modifications comportementales, des mécanismes à l'échelle physiologique, notamment avec un truc qui permet de ralentir la pénétration des pesticides dans l'organisme et qui produit en plus des enzymes de détoxification pour éliminer tout ça. Et on a des mécanismes à l'échelle moléculaire avec entre autres des modifications du site cible du système nerveux sur lesquels les insecticides sont censés agir. Bref, juste de vous résumer le truc, on se fait déjà un peu chier. Si, dites-le. Concrètement, pour répondre à cette augmentation de la résistance, les doses d'insecticides sont augmentées et on a la volonté de diversifier au maximum les insecticides. Diversification qui n'est pas forcément contrôlée comme ça devrait l'être. Donc on prend encore plus de risques d'augmenter la contamination de nos infrastructures et de nos foyers. C'est un joyeux bordel. Alors malgré tout, on essaie tout de même de plus en plus de développer une lutte écologique face à ce problème. Prévenir au lieu de guérir, ce qui passe par éliminer les zones d'humidité que les nuisibles affectionnent, éliminer les restes de nourriture, assainir au maximum le lieu de prédilection des insectes, augmenter les vérifications des contenants potentiellement contaminés, utiliser des pièges collants plutôt que des sprays qui ont des conséquences moins contrôlables, ou encore utiliser des produits moins nocifs pour l'environnement comme des insecticides écologiques à base de pyrètre par exemple, une plante naturelle qui est réputée pour ses effets insecticides. Toutes ces techniques visant à lutter plus écologiquement et plus efficacement contre les blattes sont englobées dans ce qu'on appelle une stratégie de lutte intégrée. Cela consiste à combiner tous les outils disponibles pour réduire les populations de ravageurs et de nuisibles à un niveau acceptable de la façon la plus économique et écologique qu'il soit. Le but est de prendre en compte toutes les connaissances que l'on a sur ces parasites pour mieux les combattre, en prenant en compte leur cycle de vie, leur biologie, etc., etc. Pour l'instant, cette initiative malheureusement ne fait pas encore ses preuves. Il nous manque encore un paquet d'informations pour comprendre entièrement comment être efficace contre ces espèces, mais de plus en plus d'études suggèrent de nouvelles méthodes de lutte biologique. Par exemple, utiliser des nématodes parasites pour diminuer la taille des populations. C'est dégueulasse, mais ça serait cool. Bref, vous l'avez compris, il y a un véritable enjeu à mieux comprendre ces insectes commensalistes et invasifs pour pouvoir lutter contre eux efficacement. Et malheureusement, malgré les efforts de la recherche pour accumuler du savoir, et ceux de la branche 3D et de l'OMS pour lutter efficacement et moins nocivement, il reste beaucoup de chemin avant de pouvoir réguler ces populations comme on le voudrait. Avec tout ce qu'on a vu, je pense qu'on peut maintenant se demander si la lutte face à ces nuisibles est menée dans le bon sens. En fait, pendant mes recherches pour vous écrire cette vidéo, je me suis petit à petit rendu compte d'un truc effarant.
Une réelle contradiction à la base même de ce combat qu'on mène depuis notre existence. On cherche à éliminer un insecte qui, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre histoire biologique. On cherche à éliminer un insecte qui vit avec nous depuis que l'on existe. Vu comme ça, c'est complètement titanesque comme lutte. Et on se rend bien compte que malgré tous nos efforts, on n'y arrive absolument pas, et en plus, on se nique la santé et celle de la planète. Voilà. Alors, est-ce qu'on lutte vraiment de la bonne façon? Est-ce qu'on pourrait pas juste admettre que l'on n'arrive pas à se défaire de ces bestioles, et au lieu de chercher à les éliminer, pourquoi est-ce qu'on chercherait pas plutôt à en tirer des avantages? Calmez-vous, je suis pas fou. Vous avez peut-être vu ça passer dans les infos ou genre sur Facebook il y a 2-3 ans, mais en Chine, il y a une entreprise qui s'appelle Shandong Qianbing Agricultural Technology Co. Désolé pour la prononciation, qui liquide les déchets de la ville grâce à un élevage de blattes. L'usine compterait environ 1 milliard de blattes qui se nourriraient des déchets de cuisine acheminés jusqu'à elle. Et ces dernières élimineraient 50 tonnes de déchets par jour. Donc en gros, une seule usine pourrait éliminer 18 200 tonnes par an. En 2018, l'entreprise estimait qu'avec 3 autres établissements en plus, il serait en mesure de traiter un tiers des déchets de la ville de Shandong. Normal. C'est énorme en vrai. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais apparemment ce business est en train d'exploser en Chine et il y aurait une centaine d'usines de blattes qui seraient actuellement ouvertes là-bas. Après avoir servi à éliminer les déchets, les blattes seraient vendues en tant que nourriture, oui, ou alors ils les vendent à la médecine traditionnelle qui s'en sert pour traiter les douleurs d'estomac et les problèmes respiratoires. Je vous mets le lien de la vidéo qui explique tout ça en description. Concrètement, on est bien d'accord, je ne vous présente pas ça comme la solution à tous nos problèmes, loin de là. Ça ne résout pas le fait que les blattes se retrouvent dans nos infrastructures et qu'elles sont trop proches de nous. Pour que ce soit vraiment une solution face à l'invasion, il faut déjà voir si ce sont des espèces invasives qui sont utilisées dans ces usines. Dans la vidéo, moi j'ai cru reconnaître la blatte américaine, du coup peut-être australienne, puisque les deux se ressemblent beaucoup, mais je suis pas sûr à 100%. Et il faudrait surtout réussir à délocaliser les populations présentes dans nos infrastructures pour les foutre dans ces usines. Et étant donné qu'on a déjà du mal à les tuer, les capturer pour les mettre autre part, je pense que on est sur de la grosse science-fiction. Sans parler des gros risques sanitaires concernant ces méthodes, notamment le risque d'évasion d'1 milliard de cafards. Perso, j'ai pas envie d'habiter à côté de l'usine. En soi, je voulais juste vous parler de ça en fin de vidéo parce que je trouve la réflexion intéressante et innovante. Je me répète, mais en gros, depuis qu'on existe, on subit une relation synanthropique invasive. On l'a subie, vraiment. Et on s'acharne contre cette relation. Et au final, cette lutte, elle a des impacts limite plus négatifs sur nous que sur les blattes. On mange, on la santé, on nique nos sols et donc nos écosystèmes. Et cette méthode, bon, je sais bien que ça va pas nous sauver des blattes, mais elle a quand même le mérite de prendre le problème à l'envers. Et tout ça juste en retournant à l'essentiel de l'insecte. Son rôle écologique, tout simplement. La blatte est un décomposeur dans les milieux naturels, mais elle s'est introduite dans nos villes et elle est trop proche de nous maintenant. Et bah viens, au lieu de décomposer les déchets de la forêt, on va lui faire décomposer les déchets de nos villes, son nouveau milieu naturel, mais de manière contrôlée. Cette usine de blattes, en vrai, elle a beau nous paraître complètement folle, dégoûtante, certainement dangereuse, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un des rares cas où on arrive à tirer du bénéfice de quelque chose de vraiment négatif pour nous. En vrai, je trouve ça ouf et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'inspire d'idées un peu farfelues comme celle-ci pour repenser notre lutte qui, pour l'instant, est inefficace. Mais ça, ce n'est que mon avis. Alors maintenant, est-ce qu'on a raison ou tort d'avoir peur des blattes? Parce que oui, il serait quand même temps de répondre à cette putain de question de base. Malgré tout ce que je viens de vous dire d'horrible sur ces insectes et notamment ces 5 espèces, je dirais que oui, on a tort d'avoir peur d'elles. Bon alors déjà parce que la plupart des blattes ne sont pas dangereuses, et ce qui est dangereux pour nous ce sont seulement les espèces commensales et invasives. Par exemple, Ludivine ne nous fera aucun mal, elle n'est pas réputée comme invasive, alors oui, elle pourrait déclencher chez moi des réactions allergiques, et je n'y suis visiblement pas sensible, et c'est pas elle qui va s'amuser à disperser ses allergènes de partout. C'est à mes risques et périls. Et je me suis renseigné, et il me semble pas que les Blatticadubia puissent... Reviens là. Tout va bien. Et de ce que j'ai trouvé, il ne me semble pas que les Blatticadubia puissent nous refiler des maladies. Après, je suis pas con non plus, et même si je ne vous le montre pas comme ça, après chaque manipulation, je me lave les mains. Et puis bon, une petite parenthèse, mais encore une fois, plus on pousse Ludivine et ses copines dans les retranchements de leur habitat naturel, plus on augmente le chance que l'une de ses copines finisse par s'installer chez nous, vu qu'il n'y a plus de place chez elle.
Enfin, il n'y a plus de chez elle tout court d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra se rendre compte que la cousine de Ludivine était porteuse du Covid-25 par exemple. Oh merde! Oh, c'est con ça! Vous avez compris, la peur des blattes n'est pas rationnelle. Et si on en est là aujourd'hui, on peut pas se permettre de remettre tout sur leur dos et on a notre part de responsabilité. Et puis, pour finir, je pense que c'est justement en partie cette peur que l'on a face à ces espèces qui nous bloquent dans cette guerre sans fin et sans solution. Moins on en aura peur, plus on pourra comprendre le fonctionnement de ces espèces, plus on pourra réfléchir à des solutions innovantes pour limiter les contacts avec ces dernières, et plus on arrêtera de taper dans le tas à coups d'insecticides comme des gros bourrins qui ont la trouille. De manière générale, essayons de comprendre ce qui nous entoure, car on en fait partie. Je vous ai pas parlé d'interaction commensaliste pendant 30 minutes pour rien. On fait partie de l'équation, et il faut arrêter de se placer à l'extérieur de la nature. Nous sommes des animaux, et comme quasi toutes les espèces animales, on a nos parasites. Et plus vite on les comprendra entièrement, plus on pourra faire en sorte que ces interactions se passent le mieux possible. Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet, du moins j'ai essayé et j'espère que ça vous a plu. Je garantis pas que la vidéo soit complètement exhaustive sur le sujet, il y a encore plein de choses à dire sur les blattes. Du coup, si vous avez d'autres idées, une autre opinion ou une autre interprétation, je vous invite à en parler en commentaire et c'est avec plaisir qu'on en discutera. Et je vous ai mis toutes les sources en description si vous voulez en savoir plus par vous-même. Je vous invite vraiment à le faire. J'espère que cette vidéo plus axée vulgarisation vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche, tout ça. Il paraît que c'est bien la cloche. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.